Respect à tous ceux qui vont partager, à ceux qui vont liker. Voilà, toujours faites l'électron libre. On se met toujours au service de notre pays pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Par notre communication, on essaie aussi de sensibiliser et d'interpeller nos prochains qui se font manipuler comme ça. Tout va par des marmailles de bas quartier ou par des marmailles de communication même de niveau primaire. Mais malheureusement, ça arrive encore à conduire d'autres à l'abattoir et ça arrive à induire d'autres en erreur. Donc pour cela, à cause de ce grand président-là même qu'on a aujourd'hui, qui est déterminé à envoyer la Côte d'Ivoire à un niveau que ses précédents n'ont pas eu le courage ou même la connaissance ou la modestie même de conduire ce peuple-là vers une lumière. Et pour cela, on est toujours prêt à communiquer, de telle sorte qu'on puisse vivre dans la paix, dans la cohésion sociale, pour que, voilà, ensemble, on puisse voir les résultats de ce grand chantier-là que ce grand monsieur a entamé. Donc, chers frères, en début, j'ai mis comme ça, j'ai mis 2 titres. Est-ce que l'Afrique pourra s'industrialiser? Est-ce que c'est possible? Et de 2, l'union des Grands Nord. Qu'est-ce que les gens ils en pensent et tout? Parce que mine de rien, ce sujet-là aussi, voilà, les oiseaux des mauvais plumages qui se retrouvent de l'autre côté, ceux-mêmes qui n'ont jamais communiqué pour la paix en Côte d'Ivoire, mais qui savent que induire les semblables en erreur pour les petits gagne-pain, mais qui sont fiers de ça parce que ceux-là même ont perdu leur dignité. Et parfois, comme on le dit, il y a des informations, lorsque c'est sorti de son contexte et que ça fait beaucoup de bruit, si les gens ne sortent pas pour venir en cause, déconstruire cette communication de ces enfants perdus là, ça risque d'avoir encore de l'influence ou ça risque d'avoir des effets sur d'autres personnes. Alors, telle est notre motivation pour toujours venir déconstruire la marmaille de ceux-là même qui sont jamais allés sur le terrain intellectuel, sachant très bien qu'ils veulent aussi occuper la place, une place sur la scène politique, mais qui vont jamais aller sur le côté intellectuel, à part venir créer des marmailles qui sont même pas réfléchis, qui sentent l'arnaque à des kilomètres. Donc voilà, je vais essayer de mettre un peu comment il y a un petit pays en Afrique qui a pu relever ce défi-là même. Et aujourd'hui, on voit combien de fois son pays bénéficie de ça. Je ne viens pas pour me jouer les experts en quoi que ce soit. Mais par rapport aux critiques, par rapport aux suggestions, je pense qu'on ne peut pas atteindre la perfection sans critique et sans suggestion. Donc, je me permets d'apporter peut-être une petite idée comme ça pour amener peut-être nos dirigeants et voire même des cadres à aller avec le monsieur là sur ce grand chantier là. Et comme ça, chacun pourra peut-être apporter quelque chose avec le programme de ce grand monsieur là pour que toute la Côte d'Ivoire puisse profiter. Donc, je mets une vidéo de Botswana, de telle sorte qu'on puisse écouter ensemble quel est le grand défi là même qu'ils ont relevé et quel a été les intérêts de ça aujourd'hui sur l'avancement du pays. Et cela pour 3 raisons. C'est dû à sa stabilité, c'est dû à l'avancement de la démocratie et c'est dû à sa réussite économique. Famille, partageons, c'est une sensibilisation et ça ne doit pas rester entre nous. Ensemble, on doit aller vers ceux qui n'ont pas encore compris. On n'a pas peur des contradictions aussi. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent donner les avis et puis ensemble, on va discuter pour trouver le juste milieu. Je remercie Tom Chen qui a réalisé la carte de la Côte d'Ivoire avec les solutions administratives. Il a fait gagner beaucoup de temps. Je vous invite à aller voir son Discord, dont le lien est dans la description. Il présente ses créations cartographiques. Géographie. Bon là, on présente un peu le pays, mais je vais avancer un peu. Son point culminant est le mont Nimba, à 1752 mètres d'altitude, et situé à la frontière avec la Guinée. C'est le nord-ouest du pays qui est la zone la plus montagneuse, mais ça reste pas très accessible. En ce qui concerne l'hydrographie, on peut...
concerne la stabilité, le Botswana est un pays qui, depuis son indépendance en 1966, n'a connu aucune guerre civile et aucune crise politique grave. Donc c'est un pays qui est en paix avec lui-même, on peut dire, et qui est du coup souvent appelé la Suisse de l'Afrique. Cette stabilité a ensuite permis au Botswana d'instaurer un régime démocratique parlementaire. Les élections sont organisées régulièrement depuis 1969. Elles sont multipartites et il n'y a pas de fraude électorale. Ce qui offre au Botswana un parcours singulier. Et la raison de cette singularité, selon Thierry Vircoulon, c'est que contrairement à beaucoup d'autres pays africains, le Botswana est parvenu à concilier la tradition et la modernité. J'en prendrai quelques exemples. Déjà dans le domaine politique, le père de l'indépendance botswanaise, Seretse Khama, était issu d'une longue lignée de rois et de chefs traditionnels de Botswana. Donc il venait d'un système politique traditionnel qui est dominé par ce qu'on appelle les Hotla, qui sont des assemblées villageoises qui incarnaient une sorte de démocratie villageoise. Ces assemblées étaient une sorte de forum public où la plupart des affaires tribales, comme les nouvelles taxations, les travaux publics ou les règlements de conflits, étaient discutés. Mais c'était aussi une sorte de tribune où le peuple pouvait publiquement approuver ou contester la politique et le leadership de ses dirigeants. Et au lieu de limiter leur pouvoir, les dirigeants botswanais ont plutôt renforcé ces institutions. Quand on regarde le système institutionnel, on voit qu'il y a deux chambres, une assemblée nationale et une chambre des chefs, la House of Chiefs en anglais, qui rassemble les chefs des principales tribus du Botswana. Et donc, à côté des députés qui sont élus selon le système électoral qui est copié sur le système électoral britannique, il y a en même temps une représentation des chefs traditionnels. Famille, ça fait quoi si vous partagez? C'est le même principe. C'est pas un péché de partager, famille. Allons-y pour le partage. Les deux grands secteurs d'activité économique du Botswana, c'est à la fois un secteur économique traditionnel, l'élevage, et puis un secteur... Donc, je vais couper un peu la vidéo parce qu'il y a un sujet là qui m'intéresse, là où ils ont parlé de, voilà, des chefs traditionnels et tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'essaie de développer ce côté-là. C'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, désolé, on se retrouve avec la chambre des rois, aujourd'hui qui est considérée par le gouvernement et tout. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne viens pas dans un truc, voilà, où je suis sectaire, ou voilà, non, loin de mes intentions. Mais juste le fait de reconnaître déjà cette chambre des rois-là, je me demande quel rôle ces rois-là jouent aujourd'hui, même si on nous parle de, voilà, il y a un ministère de réconciliation et tout. Sachant très bien qu'on a des politiciens aujourd'hui qui n'ont rien à proposer à la population, à part venir les marmailler avec des sujets qui ont toujours endeuillé la Côte d'Ivoire. Oui, X est ivoirien, X n'est pas ivoirien et tout. Et on essaie de communiquer sur ce truc-là. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas les chefs aussi, on doit les envoyer sur le terrain même, parce que eux-mêmes qu'ils arrivent peut-être à maîtriser leur population, à poser des actes et qui seront respectés par les populations. Parce que ça ne sert à rien peut-être d'avoir la chambre des rois alors que les populations se font manipuler, c'est-à-dire la jeunesse de leurs trucs, de leur village ou de leurs trucs, voilà, là où ils se trouvent en train de gouverner en tant que roi ou bien chef du village. Mais quelle est leur communication sur ça? À un moment donné, il va falloir mettre les chefs là même devant les faits aussi. Parce que quelque part, est-ce qu'ils doivent se taire pour dire oui, nous on est les chefs du village, on ne fait pas de politique, alors que comme ça vous avez des chambres de rois qui sont reconnues. Vous avez quelque part ce statut-là qui vous est confié. Mais quelle est la communication de ces rois-là même qui occupent ces places-là? Pourquoi je parle de ces rois? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu, par exemple, un chef du village du Nord être dans, voilà, dans ce groupe de rois qui ont les trucs, les chambres, comme ça, qui est reconnu. Donc, quelque part, au Nord, jamais des parents ou des trucs vont dire comme ça, voilà, attaquer telle ethnie parce qu'ils sont pas chez eux. Parce qu'on sait très bien que le nordiste même est quelqu'un qui aime les étrangers. Parfois même, il préfère mettre l'étranger à l'aise au détriment de lui-même, ses enfants, de l'intérêt de ses enfants. Donc,
La communication de ces rois dans tout ça là, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le retour de tous ces vauriens en politique là qui vont revenir avec le même sujet. Oui, la finale sera en 2025. Oui, il y a déjà les mentors qui tiennent des discours guerriers, sachant très bien qu'il a une condamnation sur sa tête et tout. Et après, c'est à qui ils vont faire appel? C'est aux enfants des pauvres, aux enfants des gens qui se retrouvent dans les bidonvilles, dans les villages et dans les bas-fonds et tout. Et c'est toujours eux les sacrifices. Donc, quelque part, quelle est la communication de ces rois-là? Quelle est la sensibilisation de ces rois-là pour amener la population, peut-être qui est un peu retranchée sur elle-même, de telle sorte que ceux-là même puissent voir peut-être un nordiste qui s'est installé pendant des années parce qu'il s'est dit il est en Côte d'Ivoire et il est libre de circuler ou de s'installer partout où il veut en Côte d'Ivoire. Sans qu'on lui rappelle que bah voilà, tu n'es pas originaire d'ici ou bien tu n'es pas voilà, allogène d'ici ou bien quoi que ce soit. Parce qu'à un moment, il n'y a pas d'action réelle pour aller même dans ce sens de réconciliation, de cohésion sociale et tout. Même si pour le moment, il n'y a pas d'attaque parce que nous ne sommes plus en période électorale, mais c'est toujours les mêmes sujets que ces politiciens-là utilisent, ceux qui n'ont rien à proposer à la République, ceux qui n'ont rien à proposer à la population, c'est toujours les mêmes sujets, ils vont utiliser, oui, ça, pour encore mettre les gens en confrontation. Des guéguerres. Donc, à un moment donné, il faut qu'on chacun essaie de jouer son rôle. Il y a des gens qui se mettent aujourd'hui sur les réseaux pour communiquer de façon bénévole parce qu'ils se disent l'amour et la cohésion sociale de son pays est un chantier qui l'intéresse aussi. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Et par ces mêmes moyens, il essaie de communiquer pour sensibiliser ses prochains, pour sensibiliser ses amis, voire ses frères, pour dire qu'on peut faire la politique autrement, mais on n'a pas besoin d'être tout le temps des ennemis et tout. Donc, quelle est l'action même des chefs qui sont reconnus aujourd'hui dans cette chambre-là envers la population pour cette sensibilisation-là aussi? Il faut qu'à un moment donné, chacun essaie de mettre la main à la pâte. Mais j'ai essayé de couper là pour juste interpeller les gens parce que si ça a réussi avec les gens, avec la population au Botswana, où on a un peu mis les chefs du village, des gens qui sont déjà influents par les postes et par les trônes et tout, de pouvoir interpeller la jeunesse pour mener aussi des actions dans l'intérêt même du pays. Alors, pourquoi ça ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire? On ne va pas attendre que voilà, ces politiciens-là continuent de marmailler les enfants des pauvres. On ne les a jamais vus à part venir prendre le sujet de Kofi Toussaint, alors que jamais on les a vus même publier ça pour approcher même la famille de Kofi Toussaint pour dire voilà, on a eu à appeler vos enfants dans la rue et malheureusement, voici ce que votre fils a eu, qui a été victime de par notre appel, de par notre communication, alors voici notre soutien à la famille. On n'a jamais vu ça. Et il y a combien de familles aujourd'hui qui pleurent les enfants? Parce que ceux-là même se sont voilà, laissés embobiner par la communication des gens qui n'ont rien à faire de leur sort, qui n'ont rien à faire de leur lendemain meilleur. Donc, je continue la vidéo parce que l'objectif de cette vidéo-là, ça se trouve encore devant, mais c'était une parenthèse sur ça. Un secteur très moderne, le secteur minier. Dans l'article An African Success Story, Botswana, les chercheurs Darren Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson constatent que les Botswanais n'ont pas laissé la colonisation altérer leurs traditions. C'est ça, à mon avis, qui a fait la singularité du parcours et de la trajectoire historique du Botswana, c'est qu'il a réussi à concilier la modernité politique et économique et la tradition africaine. Ceci dit, pour réussir ce mélange, il fallait assurer une bonne gouvernance, pour qu'aucune tribu n'ait à remettre en question le statu quo. Ce qui nous ramène à un autre point crucial de la réussite botswanaise. Le Botswana est le pays le moins corrompu d'Afrique, d'après Transparency International. Sur le classement de Transparency International qui concerne le monde entier, c'est-à-dire 180 pays, le Botswana arrive en 34e position, donc il est vraiment dans le tiers de tête. Une fois les bonnes bases posées, le développement a suivi. Donc,
Voilà un peu les bases d'une nation qui se veut forte, qui rêve au développement et tout. Mais qu'est-ce qu'on constate en Côte d'Ivoire? Je vais me limiter juste même sur, par exemple, les histoires d'organisation, société civile et tout, alors qu'en vérité, qui sont des gens politiques, qui se cachent comme ça derrière le manteau de ces organisations, genre société civile et tout, alors qu'on ne voit jamais mener des actions. Lorsque aujourd'hui, il y a des, on va dire, des boîtes d'intérim qui trouvent du travail pour nos frères ivoiriens. Hier, on s'est plaint comme quoi nos frères se faisaient vendre comme du bétail, par exemple, en Libye. Et comment on peut imaginer encore en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, il y a des boîtes d'intérim qui se créent un peu partout en Côte d'Ivoire et qui utilisent les propres Ivoiriens dans leur propre pays. Des gens qui vont prendre plus de pourcentage que ceux-mêmes qui vont travailler. Et comme ça, la jeunesse se fait exploiter. Comme ça, la jeunesse n'a même plus envie de travailler parce que tu t'es levé matin bonne heure, aller casser ton dos, soit disant tu essaies de subvenir à tes besoins et à la fin du mois ne rien avoir, alors que tu sais que tu as travaillé tout le mois et c'est d'autres personnes qui essaient de s'engrossir ou bien s'engraisser sur ton mal. Quelle est cette corruption-là qui ne peut pas être démantelée? Dans les zones industrielles, des frères qui essaient de travailler dans des conditions pénibles et cette société civile-là n'est jamais présente. La marmaille à travers la communication des politiciens qui n'ont rien à faire à part, voilà, mobiliser la jeunesse, à brûler, à casser, à s'entretuer. Cette société civile-là n'a jamais essayé de montrer ou bien aller même vers la population pour leur parler de ne serait-ce que les trucs, les droits, la base de leurs droits. Pour les amener à comprendre comme ça que vous pouvez peut-être convoquer ceux qu'ils appellent toujours vos enfants pour aller s'adonner à des pratiques qui ne vont même pas donner un lendemain meilleur à vos enfants et encore qui risquent de mettre le pays en retard. Mais jamais on voit la société civile sur ça. Alors que cette société civile-là même se fait subventionner avec l'argent de cette même population-là. Parce que nous sommes tous des contribuables. Alors, c'est quoi le rôle de cette société civile-là? À part des gens qui sont corrompus, qui savent s'amouracher avec des partis à un moment donné, juste pour recevoir des trucs, des chèques en retour. Alors qu'ils sont déjà subventionnés avec l'argent du contribuable. L'argent de ces pauvres personnes qu'on utilise à tout moment et qu'on essaie de toujours sacrifier les enfants. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut souligner, mais je me limite juste à ceux-mêmes qui se font passer pour la voix de cette population innocente-là, de cette population qui est parfois à tout moment oubliée, à part que voilà, cette population existe pendant les périodes électorales, mais ceux-mêmes qui se font passer pour des gens de la société civile, qui peut-être sont plus calés en droit judiciaire et en démarche judiciaire et pas mal d'autres, quel est leur rôle et quelles sont les actions que ces sociétés civiles-là posent, qu'aujourd'hui tout le monde peut dire, bon voilà, telle société civile a posé tel acte, ça n'existe pas. Et pourquoi on ne peut pas les dénoncer à un moment donné pour que voilà, ces sociétés civiles-là arrêtent, qu'on arrête de les subventionner avec l'argent du contribuable, où ils se font engraisser et puis ils ne mènent pas des actions. Alors que la population même se fait encore utiliser de façon malsaine. On a des grands défis. À un moment donné, il faut que, voilà, on essaie d'indexer et de dire la part des responsabilités de chacun pour qu'ensemble on puisse construire un pays. Mais, malheureusement, tout le monde peut venir par rapport à son niveau intellectuel, venir marmailler cette population-là ou bien manger sur le dos de cette population-là et ne rien faire parce qu'en vérité, ils ont besoin d'une population qui est ignorante, qui ne connaît pas ses droits et devoirs. Donc, comme ça, ils peuvent bien profiter sur la tête de ces pauvres personnes-là. Mais c'est misérable. C'est minable. Quelle est votre moralité dans ça? Quelle est votre dignité? Quel est, voilà, ce remords-là même que vous avez à un moment donné qui doit vous emmener à vous ressaisir. Donc, on continue avec la vidéo. Autour d'une rente du diamant qui n'a été ni monopolisée, ni détournée par l'élite dirigeante. Il
n'y a pas d'évasion fiscale de grande ampleur, il n'y a pas de dette contractée sur la production future de diamants, il n'y a pas d'investissement dans des éléphants blancs, c'est-à-dire dans des projets de développement qui sont pharaoniques et illusoires, et donc il n'y a pas à la fois de gâchis et de détournement de la rente du diamant. En 25 ans, le Botswana affiche la croissance la plus rapide de la planète. Son PIB progresse à un taux moyen de 13% par an et son PNB par habitant augmente à un taux de 8,5%. Il est l'un des rares pays d'Afrique à sortir du rang des pays à revenus faibles les moins avancés pour entrer dans le groupe des pays à revenus moyens. Dans les années 90, il est devenu un pays à revenus intermédiaires supérieurs et depuis, il est toujours dans cette catégorie. Donc il a... Ah ouais, Ben, tes partages sont bloqués. Gars, on va faire avec les vampires, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais bon, tant qu'on peut sensibiliser, ne serait-ce que sensibiliser une seule personne, voilà, c'est une vie de sauver. Et qui dit une vie sauvée, c'est comme si tu avais sauvé le monde entier. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de 100 000 vues, de 200 000 vues. Mais tant qu'on a cette motivation-là pour se mettre au service de la nation et pouvoir communiquer, sensibiliser, interpeller nos prochains, quelle que soit leur ethnie ou bien quel que soit leur bord politique, alors on continue toujours le combat. A en effet réussi son développement depuis son indépendance jusqu'à la fin des années 90. Pour garder cette croissance en garantissant une exploitation rentable du diamant sur le long terme, les dirigeants botswanais optent pour la stabilité du partenariat économique. Et ça a joué un rôle très important. Merci au grain de Yamsokro, merci pour les likes. 40 ans, il y a une merci pour les partages aussi. Partenariat entre le gouvernement botswanais et De Beers, qui ont formé une société qui s'appelle Debswana, qui possède chacun à 50%. Et comme les diamants ne sont pas éternels, le Botswana s'en est servi pour diversifier son économie. Il a investi dans l'exploitation de l'or, du cuivre, du nickel et du charbon. Et puis, ils se sont aussi diversifiés en se spécialisant dans le tourisme haut de gamme. Ok, famille, c'est cette partie-là, voilà, je voulais vous emmener à écouter. Diversifiés en se spécialisant dans le tourisme haut de gamme. Ils ont formé une société qui s'appelle Debswana, qui possède chacun à 50%. Et comme les diamants ne sont pas éternels, le Botswana s'en est servi pour... Ok. Donc voilà, c'était un peu cette question-là. Pourquoi on ne veut pas industrialiser les trucs en Afrique ou même en Côte d'Ivoire plus précisément? Parce que à un moment donné, pour que notre monnaie même puisse avoir de la force, il faut qu'on arrive à être les vendeurs, mais que de se limiter aux trucs à la place même des consommateurs. Quels sont les trucs qu'on arrive à industrialiser en Côte d'Ivoire pour être sur le marché international, pour pouvoir s'imposer avec ça? C'est de ça l'Afrique a besoin aujourd'hui pour que voilà, on puisse avoir aussi notre part des paroles ou des prises de parole même lorsque les autres grands vont venir. Mais malheureusement, on est toujours des consommateurs. On préfère se limiter avec les produits bruts où les gens vont venir acheter ça à des prix. Voilà, même si c'est considérable pour d'autres, mais comparé à ce même produit-là qui est produit fini, qui sera traité chez les autres en produit fini et qui va venir encore coûter 2 fois, 3 fois, voire même 10 fois plus cher que le produit brut. Alors, pourquoi on ne peut pas industrialiser pas mal de choses en Afrique? C'est ça aussi l'avantage. Parce qu'on ne va pas se limiter. Combien de fois aujourd'hui, on finit de vendre peut-être l'or en Côte d'Ivoire, en produit brut. Et quand les gens finissent de transformer ça en chaîne, c'est nous encore on court pour aller à Dubaï, pour aller acheter ça à des centaines de mille. C'est nous encore on court pour venir chez Louis Vuitton parce que ceux-là même, on peut faire de notre produit brut, produit fini. C'est nous encore on court pour venir acheter ça à des centaines de mille et tout. Alors pourquoi on ne peut pas industrialiser un peu nous-mêmes nos ressources de telle sorte que ceux qui sont intéressés, comme les gens ils l'ont fait au Botswana, les gars ils savaient que leurs produits, leurs ressources, leurs produits de base par rapport à leurs ressources, c'était le diamant. Mais que de vendre des diamants en produits bruts, même s'ils allaient avoir des choses dedans, mais ils savent très bien que en produit fini, ça va encore plus avoir de la valeur et ils vont avoir plus d'intérêt sur les bénéfices et tout. Bah, ils ont décidé d'appeler les investisseurs qui venaient acheter avant et se retourner pour aller peut-être Belgique, Irlande, truc.
Indonésie, tout cela pour aller transformer ces produits-là là-bas. Parce que c'est un peu là-bas, je crois, Belgique et quel autre pays en Europe ici qui sont aujourd'hui comme la plaque tournante même des trucs, des produits en matière de or et puis diamant, surtout diamant et tout. Et ceux-là, ils se font des trucs, des bénéfices de malades, alors que ça vient même pas de chez eux. Donc, pourquoi nous, on ne peut pas avoir la même idée que de toujours vendre des trucs et nous-mêmes, on sera les consommateurs de ce même produit-là après. C'est ça un peu le problème de l'Afrique. On regarde par exemple, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays stable par rapport aux autres pays de la sous-région. Mais pourquoi on ne peut pas par exemple dire à des investisseurs ou des trucs, même les marques de voitures, à venir créer des chaînes de montage en Afrique avec tout ce qu'il faut, ce qui va permettre à la population de travailler, ce qui va permettre les cotisations aussi, de mettre de l'argent dans la caisse et tout. Et puis même en matière de livraison, pour quelqu'un par exemple qui a commandé peut-être 10 cas, mais de la Côte d'Ivoire par exemple au Mali ou de la Côte d'Ivoire au Burkina, de la Côte d'Ivoire au Sénégal, mais la livraison serait encore plus moins chère que de rester en Afrique et puis commander ces trucs-là jusqu'à peut-être en France ici ou bien en Allemagne. Eux, ils vont monter et puis après, ils doivent encore vous livrer ça en bateau et tout. Mais pourquoi on ne peut pas aussi les amener, même si peut-être le gouvernement doit être actionnaire avec ces investisseurs-là, de telle sorte que voilà. Mais on ne va pas toujours se limiter en train de consommer, parce que déjà celui-même qui commande 10 cas, le pays gagne quoi dedans? Parce que de la Côte d'Ivoire, il commande ça en Allemagne ou bien en France, le pays gagne quoi dedans? En tant que cette même société va payer ses impôts là-bas et tout. Et pour livrer encore les cas, ça va prendre du temps et ça va prendre encore des frais et tout. Donc pourquoi on ne peut pas un peu penser à tout ça là pour industrialiser l'Afrique ou bien la Côte d'Ivoire même, à un moment donné? Mais c'est ce qui a boosté un peu l'économie en Chine. Parce qu'ils ont essayé d'industrialiser pas mal de choses. Ce qui a créé de l'emploi et en même temps, ça a encore boosté leur économie. Mais nous, on se base sur quoi? Café, cacao, on est premier producteur, deuxième producteur. Mais jamais on va essayer d'industrialiser ça. Et pourtant, quand tu vas à Sokosé, quand tu vas dans d'autres supermarchés, mais tu achètes même un petit truc, un petit morceau de chocolat, on te dit le prix, mais laisse tomber. Alors qu'ils viennent acheter le prix du cacao, le kilo du cacao ou du café à des prix dérisoires, parfois à moins de 1000 francs. Alors qu'ils finissent de faire ça en produit fini, ils ramènent ça en Côte d'Ivoire, mais une petite plaquette, on te parle de 1500, de 2000, et ça fait la queue pour prendre ça. Oui, c'est quitté en France, oui, c'est quitté en Suisse. Toujours, on est dans cette position de consommateur, où les gens peuvent venir nous vendre nous-mêmes notre propre produit avec le prix qu'ils veulent. Il n'y a pas de négociation. Tu vas à Sokosé, tu vois plaquette de chocolat, le prix il est là. Il n'y a même pas quelqu'un à côté pour dire oui, tu vas négocier le prix avec lui. Donc, est-ce que le gouvernement même peut pas peut-être prendre le monopole même de l'achat où ils peuvent fixer un bon prix par rapport aux réalités de nos cultivateurs et tout, fixer un bon prix pour que ceux-là même puissent s'en sortir avec le prix qu'ils vont fixer au kilo. Et maintenant, après eux, ils pourront industrialiser ces trucs-là. Non. Mais on préfère toujours vendre à des prix moins chers, parfois les cultivateurs, pour ne pas que le truc même pourrisse chez eux. Ils sont obligés de faire quoi? Sachant très bien qu'en histoire de commerce, il y a toujours un qui va vouloir se jouer les malins. Le gars, il va essayer de négocier les prix et puis faire semblant de donner d'eau. Il sait que tu vas l'appeler parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de l'appeler pour dire, bah ok, toi tu as combien? Toi-même, ton propre truc, c'est lui maintenant, il va te dire, bah moi je vais prendre le kilo à tel truc. Parce que tu n'as pas le choix. Tu dois nourrir ta famille, tu dois payer la scolarité de tes enfants, tu as pas mal de dépenses et tout. Donc, à un moment donné, est-ce que le gouvernement aussi ne peut pas s'intéresser à tout ça là, de telle sorte que, voilà, après les achats à des prix, voilà, favorables pour nos cultivateurs, et eux-mêmes industrialiser ça,
Parce que c'est des trucs qu'ils veulent, ils veulent pas, ils sont obligés, ils sont accros à ça. Ils vont prendre. Donc on a pas mal de trucs comme ça en Afrique, mais jamais nous-mêmes on essaie d'industrialiser ça. Les histoires de palmiers. Aujourd'hui, c'est les trucs, c'est encore les Blancs qui vont venir prendre ça. Essayer de transformer. Il y a beurre, des trucs, il y a l'huile aussi par rapport au beurre de cacao, qui est un produit qui est utilisé dans les histoires de cosmétiques et tout. Mais c'est d'autres personnes encore qui vont venir prendre ça. Et nous encore, on va toujours encore courir pour aller derrière ces mêmes produits-là pour les acheter, alors que c'était dans notre main. Est-ce qu'on doit toujours rester en train de patiner sans innover, sans industrialiser nos trucs? La question reste posée. Aujourd'hui, l'huile de palme. Les Blancs, ils viennent acheter parce que dans l'huile de palme, il y a encore, les gars, ils arrivent à transformer ça parce que le beurre de l'huile de palme, c'est un truc qui est, voilà, qui est considéré comme un produit conservateur et qui est beaucoup utilisé dans pas mal de choses. Parce que les autres huiles, bon, quand ils utilisent, après le truc peut-être le produit devient bizarre, la conservation, ou ça devrait peut-être rester mou, ça n'arrive pas à garder cette conservation-là où le truc n'a plus de teneur. Mais c'est que les étrangers encore, ou bien les Blancs même, qu'ils arrivent à industrialiser ça et venir nous revendre les mêmes produits. Et nous, pendant ce temps, on fait quoi? On est toujours prêt à être consommateur. C'est quoi le problème de l'Afrique? Tout ce qu'on a comme ressources en Afrique, on n'a même pas voilà, la force même de pouvoir industrialiser ça pour pouvoir développer le pays. Mais on préfère brader ça à des prix et puis encore courir, aller acheter ces mêmes produits-là, ou quand ça devient 2 fois, 3 fois, voire même 10 fois plus cher, c'est en ce moment on court pour aller acheter. Café, on va finir de vendre ça, après on va courir encore pour aller acheter les chocolats ou bien les Nescafé, où la petite boîte va te coûter même, voilà, le prix de la petite boîte peut faire au moins 10 kilos de trucs de cacao ou bien de café. Mais on est toujours fiers à être des consommateurs, on ne veut jamais industrialiser nos produits. On ne va jamais essayer de valoriser nos produits. Tu regardes en France aujourd'hui, et parfois tu regardes même ça te fait rire. Les plus meilleurs importateurs de trucs, de bananes, c'est les Chinois. Et ce qui me fait encore plus rire dans ça, aujourd'hui, les Chinois sont les premiers exportateurs d'attiqués. Mais comment on peut voir ça? Et c'est nous, les Renois, encore, on va courir pour aller chez ces Chinois-là qui vont prendre ça. Attiqué, Chinois est meilleur exportateur, importateur d'attiqués. Et c'est encore nous, les Renois, on va courir pour aller prendre ça en gros chez eux, pour essayer de venir vendre ça en détail. Mais quand est-ce qu'on va essayer de valoriser nos trucs? Quand est-ce qu'on va essayer d'industrialiser nos trucs et avoir notre label dessus et pouvoir nous imposer avec ça sur le marché international? De telle sorte que même nos monnaies soient un peu considérées. Parce qu'en tant que consommateur, mais on a quelle force pour pouvoir imposer même notre monnaie? Même quand tu vas en Chine, tu ne peux même pas utiliser le CFA là-bas. Parce que ta monnaie ne vaut rien. On te reconnaît en tant que quoi? Rien, tu n'as pas une force, tu ne peux pas t'imposer sur le marché international. Tant que toi-même, tu ne sais pas d'industrialiser ton truc. Et à partir de là, les gens vont s'intéresser à tes ressources, à tes produits finis. Et en fonction de ça, ils vont venir avec, voilà, sachant très bien qu'ils vont venir acheter des trucs, par exemple, au Mali ou au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Et que c'est le CFA qu'on utilise là-bas. Alors, ils vont venir aussi avec ça. Mais non, on préfère toujours regarder. Oh, quand c'est les autres qui finissent de faire ce produit-là en produit fini, nous on court derrière ça. Et avec ça, on doit évoluer. Pendant ce temps, les opposants qui doivent même critiquer ou même apporter des suggestions pour le développement du pays, non, eux, ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de programme, mais ils préfèrent toujours manipuler la jeunesse pour les envoyer à l'abattoir par rapport à eux-mêmes les intérêts personnels. Et les intérêts personnels, c'est même pas de venir travailler, mais au contraire venir voler pour préparer l'avenir de leurs enfants. Et pendant ce temps, ils ont déjà sacrifié au moins 200, 300 personnes sur les enfants des autres. Et eux là, ils n'ont plus de conscience, ils n'ont plus de remords.
Donc, comment on va pas toujours être en bas des autres? Comment la France aussi va pas toujours dire oui, c'est nous, on va garantir votre monnaie, alors qu'ils sont en train de garantir la monnaie là même. Même en France ici, tu vas vouloir acheter un truc avec le CFA, ils vont même pas acheter, ils vont même pas accepter ça dans un magasin. Pourtant, c'est la France qui fabrique ce billet-là, c'est la France qui garantit notre monnaie de façon internationale. Mais chez eux-mêmes, ils n'acceptent pas le CFA. Alors, où on va? Là, on ne va même pas parler de la Chine ou des États-Unis, mais ceux-mêmes qui fabriquent ton argent et qui garantissent ton argent et qui prennent des pourcentages par rapport à cette histoire de oui, on vient garantir votre argent et tout, eux-mêmes, ils n'acceptent pas ça dans leur propre pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit accepter que notre monnaie reste faible sans être garantie par des pays qui prennent des pourcentages dessus alors que ça ne sert à rien, ils font rien de bon en général? Ou bien on doit toujours accepter ça et rester sur cette place de consommateur où tout le monde va venir nous imposer le prix sur nous-mêmes, nos propres produits qu'ils ont payés à des prix dérisoires. Donc, famille, il faut qu'on réfléchisse à un moment donné. L'Afrique aujourd'hui, là, on a besoin d'être industrialisé. On a besoin d'échanges de technologies. Mais si on préfère vendre seulement pour que les gens ramassent tout ça là, en produits bruts, pour venir chez eux, pour venir créer des industries, des industries pour faire travailler, les populations, et de deux, se retourner avec ce même produit là chez nous, et les vendre 3 fois cher, 4 fois cher, à un moment donné, même s'ils ne nous ont pas dit qu'on est bêtes, nous-mêmes, on doit essayer de nous revoir. Voilà. C'est comme une vendeuse de bananes qui finit de vendre bananes. Elle vend 3 bananes à 100 francs et puis elle arrive encore chez la femme qui est venue acheter ces 3 bananes à 100 francs là. Aller payer 3 tranches d'aloco à 100 francs. À un moment donné, elle-même va réfléchir. Si c'est moi, je vends banane à celle-là et puis elle me vend 3 tranches d'aloco à 100 francs. Alors moi-même, là, je fais aussi à loco. Comme ça, nous tous, on va vendre 3 tranches à 100 francs. Et comme ça sera plus bénéfique. Parce que dans 3 tranches, dans 3 bananes, il y a combien de tranches de trucs d'aloco qui peuvent sortir dedans. Ça doit l'amener à réfléchir. Que de toujours être consommateur, vendre ces 3 bananes à 100 francs, et puis après aller acheter 3 tranches d'aloco à 100 francs. Ça doit nous amener à réfléchir. Donc voilà, famille, c'était un peu ça. Et puis voilà, deuxième volet, je vais un peu parler de l'union des cadres du Nord. Ce qui fait plus polémique à l'air là, avec voilà, ces aboyeurs publics de ce nain du Nord qu'on n'a jamais vu sur un terrain intellectuel ou bien sur un terrain là où tout le monde va le bénir, mais toujours dans ces histoires de marmailles en train d'opposer les uns aux autres parce que le terrain intellectuel ne peut pas s'hasarder dessus. Mais là où on parle de mort, là où on parle de manigance, on parle de mettre les gens les uns contre les autres, lui il est expert dans ça. Donc, ça commence à aboyer pas mal aujourd'hui à travers ces aboyeurs publics qui se trouvent toujours dans les voitures en train de manipuler encore. Et je ne sais pas comment ça arrive à convaincre encore la jeunesse ou d'autres personnes pour pouvoir se dresser ou bien pour leur donner de l'audience. Donc, on va essayer de parler un peu sur les trucs de la Côte d'Ivoire. Le Bandama au centre et le Comoé à l'est. 3 fleuves parallèles. Le principal lac du pays est le lac Kossou, qui est artificiel, créé par un barrage. Ensuite, au niveau climat... Je vais essayer d'avancer un peu, parce que le truc qui m'intéresse se trouve un peu devant. Riders Republic. Voilà. Désolé, c'est la pub. Pas une langue akane qui a réussi à se diffuser le mieux. C'est une langue mandingue, le djoula. Le djoula est donc une sorte de langue vernaculaire politique, est en 4e position avec environ 300 000 habitants. Sur le littoral, il n'y a pas beaucoup de villes. Il y a Abidjan bien sûr, mais aussi San Pedro. Ces 2 villes disposent chacune d'un port autonome parmi les plus grands d'Afrique de l'Ouest. Le port de San Pedro est le premier exportateur de cacao au monde. La construction de ce port dans l'ouest du pays avait comme objectif de décentraliser le pays et éviter que Abidjan dispose de toutes les infrastructures. C'est l'État qui a donc mené des politiques d'aménagement du territoire pour aider les autres régions à se développer. En ce qui concerne le réseau routier, il est peu développé. Il n'y a pas vraiment d'axe littoral et le principal axe est celui entre Abidjan et les années 80 que la ville a été désignée comme capitale.
Après Bouaké, la ligne continue directement vers le Burkina Faso. Les 3 aéroports de la zone qui correspond à l'Afrique occidentale française. Ces pays disposaient comme monnaie du franc CFA à l'époque, qui était le barrage de Bouillot, qui était à l'origine du lac de Bouillot, et qui fut construit à partir des années 70, par décision au sein de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'huile de palme. C'est le premier exploitateur d'huile de palme en Afrique. C'est le premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'huile de palme. C'est le premier exploitateur de cacao au monde, juste devant le Ghana, son voisin. Une forte croissance économique et était diplomatiquement proche de la France. Cela a permis au pays d'attirer des migrants et à la capitale, Abidjan, de devenir un important centre financier. Aujourd'hui, Abidjan n'est plus la capitale politique, mais la métropole. Big up à toi, la grande aliment d'os. Merci pour les cœurs et merci pour les partages. ont été construits dans le pays pour augmenter la production électrique, mais aussi pour faciliter l'agriculture. Le barrage de Kossou notamment, sur le fleuve Bandama, qui permet d'irriguer des terres et qui est à l'origine du lac homonyme. Il a été construit à partir de la fin des années 60. Le barrage de Bouillot, qui est à l'origine du lac de Bouillot et qui fut construit à partir des années 70 sur le fleuve Sassandra. Plus récemment, toujours sur le fleuve Sassandra, il y a le barrage de Soubray, qui est un barrage hydroélectrique. Regardons un peu la production. Le pays est agricole car la moitié des actifs travaillent dans ce domaine. Le pays exploite du bois, du cacao et du café. C'est le premier exportateur de cacao au monde, juste devant le Ghana, son voisin. Bien que le cacao soit originaire d'Amérique, c'est surtout en Afrique qu'il est produit aujourd'hui. Le cacao n'est pas du tout dans la culture locale et est donc peu consommé dans le pays. C'est un produit beaucoup trop cher pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire dépend beaucoup de la vente du cacao, mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il entraîne la déforestation et que ça a un impact sur la production qui devient moins bonne. Le second, c'est que la hausse du prix du cacao peut inciter les acheteurs à se tourner vers d'autres produits comme la noisette. Ok. Donc, famille, c'était pour parler un peu de l'Union des Grands Nord parce que ces enfants aboyeurs publics là sont en train d'endormir ou bien voilà, tromper pas mal de personnes. Alors que nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, dans les grandes régions, les enfants de cette région-là ont pu s'unir comme ça à travers des trucs de mutuelles et pas mal d'autres associations pour un peu apporter de l'aide à travers aujourd'hui les influences ou bien les moyens pour apporter quelque chose à les régions ou bien à les villages. Alors, celui-là même qui a eu les yeux plus gros que le ventre par son ingratitude et par voilà ses intentions qui n'ont jamais été de apporter quelque chose à la nation ou à la population, mais qui a toujours pensé à lui seul. Aujourd'hui, on remarque que c'est ces aboyeurs publics là qui font plus de bruit, parce que quelque part ils se voyaient comme le porteur de flambeau, toujours en train de manipuler les gens avec des communications à 2 balles. Oui, les nordistes, il faut qu'à un moment donné, vous vous levez, parce que le monsieur aujourd'hui qui est président, il n'aime pas les nordistes, il a trompé tout le monde, se faisant passer pour un musulman, se faisant passer pour le nordiste. Donc, en vérité, il n'aime pas les nordistes, mais c'est juste, il a profité de l'ignorance des gens et tout. Alors que nous tous, on se rappelle en Côte d'Ivoire, l'histoire est tellement récente que ce maudit-là s'est encaparé comme ça de la rébellion qui était venue avec une bonne intention de, voilà, d'emmener un peu le respect même d'une population de la Côte d'Ivoire qui se faisait comme ça indexer de façon maladroite ou je vais dire même de façon volontaire par la politique de ces vauriens qui étaient au pouvoir, qu'ils étaient indexés comme ça d'étrangers, qu'ils étaient contrôlés point oui, point non. Même à un moment donné, voilà, pour une atteinte même à leur dignité, même quand tu avais besoin par exemple de faire certificat de nationalité, en tant qu'Ivoirien, on te demandait comme ça de venir avec 2 témoins. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Eux, si aujourd'hui on essaie de leur demander ça, mais jamais ils vont accepter. Ça risque même de provoquer encore une autre situation que on ne veut même pas. Pourtant, il y a des enfants de ce même pays-là qui étaient traités comme ça. Juste pour aller faire certificat de nationalité, on te dit parfois même faut aller réveiller ta grand-mère qui est décédée, elle va venir témoigner. Et cette grand-mère-là encore doit présenter des pièces, peut-être encore si elle présente des pièces, ils vont encore lui demander d'envoyer des témoins pour prouver que réellement elle aussi,
elle est ivoirienne et tout. Et ce mépris-là a fait que, voilà, il y a des frères qui ont accepté de se sacrifier au nom de cette lutte-là pour l'intégration ou bien pour le respect même de la dignité de cette population qui se faisait, voilà, toujours indexée, marginalisée, oppressée et tout. C'est-à-dire tout ce qui est négatif même pour la bonne gouvernance dans un pays. Et celui-là est venu détourner ce combat-là et amener ses intentions malsaines au sein de ce combat-là qui était noble, alors que nous tous on voyait, même quand les gars ils devraient attaquer par exemple une ville, ils envoyaient comme ça un éclaireur pour dire, sinon voilà, un missionnaire pour dire par exemple à ces soldats-là qu'on n'est pas venu pour vous, on n'est pas venu en vérité pour combattre nos frères d'âme. Mais au contraire, on est venu pour nous battre pour une cause. Alors, ceux qui veulent nous rejoindre, parce qu'en tant qu'une armée républicaine, vous devez vous battre pour défendre les intérêts et les valeurs même de la population. Même si quelque part vous prêtez serment de servir le pays et de respecter par exemple le président de la République, mais lorsque la population même, la dignité de cette population-là est bafouée, cette armée républicaine-là étant en mesure aussi de dire non, c'est pas comme ça. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça. Maintenant, ceux qu'ils ont appelés rebelles ont toujours interpellé les frères d'armes avant même de venir attaquer ou bien de venir assiéger des villes. Ils envoyaient comme ça un frère pour interpeller les frères d'armes pour dire qu'ils n'étaient pas là en vérité pour combattre les frères d'armes. Mais ils étaient venus réclamer un truc de dignité. Et si ceux qui se sentaient dans cette lutte-là voulaient les rejoindre, il n'y avait pas de problème. Ils étaient les bienvenus. Et ceux qui ne veulent pas peut-être les rejoindre, bah, ils pouvaient déposer les armes et puis rentrer chez eux. Malheureusement, il y a certains qui s'entêtaient et bah, voilà, ce qui faisait qu'il y a un front qui était ouvert et puis bon, il y avait des victimes de part et d'autre, malheureusement. Mais il fallait que ce maudit-là vienne s'encaparer de ce truc-là pour que ça devienne une rébellion ou bien un truc sanguinaire où il fallait tuer les gens, il fallait faire couler le sang à tout moment. Mais aujourd'hui, c'est lui encore qui envoie ces chiens de chasse-là, ces aboyeurs publics-là pour venir critiquer quelque chose, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Si, par la voix et, on va dire, les cris de cœur de cette population du Nord, si je peux citer comme ça, peut-être Séguéla, Korogo, Odiene et tout, qui ont toujours interpellé comme ça les cadres pour essayer de les apporter quelque chose qui était peut-être un truc même nécessaire pour la population. Lorsqu'on entend par exemple qu'il y a des femmes enceintes tard dans la nuit qui ont des contractions mais qui n'ont pas, par exemple la ville ou bien le village n'a pas d'ambulance, et parfois même quand on arrive à les transporter, mais l'hôpital qui est bien équipé pour pouvoir gérer ce genre de situation-là, bah, n'est pas à moins de 100 km ou bien 200 km, alors qu'il y a une histoire de vie et de mort. Et avec le cri, même si peut-être ils n'ont pas réagi, voilà, plus vite, et qu'aujourd'hui, ces cadres-là ont décidé de faire face à ces réalités-là, et qui est mieux placé, par exemple, à venir ou bien à connaître les réalités de chez moi que moi-même. Et pourquoi je ne peux pas m'associer à d'autres aussi, c'est-à-dire comme chez moi par exemple, ben, si je dois voir quelqu'un pour dire, ou bien des gens pour dire, ah, sur le bâtiment, il y a trop de vols et tout, ben, c'est nous-mêmes les habitants d'abord, on va se voir et ensemble, on va trouver une solution pour essayer de sécuriser notre bâtiment pour éviter les vols. Donc aujourd'hui, avec le cri de cœur de la population du Nord et avec l'état des lieux où les cadres ont constaté pas mal de choses, mais pourquoi s'ils veulent se mettre ensemble pour essayer d'apporter un coup de pouce à cette région-là, pour encore honorer même le grand monsieur aujourd'hui qu'ils sont en train de suivre, mais il y a quoi de mal en cela? Mais il faut qu'on voie des gens qui ne sont pas cultivés, des gens qui n'ont même pas l'amour de leur prochain, à plus forte raison pour dire oui, c'est des enfants du Nord, ils vont avoir peut-être l'amour des trucs des gens du Nord. Non. Mais qui veulent encore profiter de ça pour créer des zizanies au sein même de cette population-là et au sein même du parti RHDP. Et combien de fois ceux-là sont minables?
Mais que devenir aujourd'hui vous en prendre? Peut-être à cette union de trucs des enfants du Nord, qui sont les cadres aujourd'hui qui ont décidé d'apporter les coups de main et les coups de pouce à cette région-là. Mais pendant que votre mentor était encore chef rebelle, et qu'il est en train de taxer les gens de partout, que ce soit ceux qui étaient à moto, on ne parle même pas de laisser passer, de ceux qui avaient les voitures, ou ceux qui faisaient même le transport en voiture et tout. Combien de fois ceux-là même se faisaient racketter, où il avait créé un mouvement de centrale pour ne faire que racketter cette population qu'il était en mesure, ou bien qu'il a fait croire aux gens qu'il a intégré cette lutte-là pour venir défendre cette population-là, et encore défendre les valeurs et les trucs de cette population-là, si c'est lui encore le maudit qui est venu encore rendre la vie pénible à cette population-là, où on a vu pas mal d'écoles qui étaient devenues, on va dire même des coins de trucs, des dépotoirs, et même il y a des coins où c'est les cabris et puis les chiens qui partaient dormir là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a apporté au nord? Il a préféré piller le nord, sous-sol, que ça soit diamant, que ça soit or, il a pillé ça. Et la pauvre population qui essayait de se débrouiller pour pouvoir s'en sortir, il a encore mis des histoires de oui, il faut prendre ticket, il faut prendre laisser passer, rentrer sur sortir ici. Encore, petit qui était avec eux là, il a préféré les arracher et aller construire par exemple à Ouaga 2000. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Mais on vous comprend, c'est que le problème, il y a une jeunesse qui est éveillée aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est prête à communiquer pour interpeller la jeunesse. Au cas où votre communication aura de l'influence sur pas mal de personnes, on est prêt à venir démonter ça. Parce qu'aujourd'hui, leur seul espoir, c'était de vouloir approcher peut-être des cadres du Nord et essayer de les marmailler pour que ceux-là même soient les oreilles et les yeux en Côte d'Ivoire. Donc le monsieur, sachant qu'il n'a plus de force sur la scène politique, plus personne ne s'occupe de lui. Alors comment faut faire encore pour venir créer des zizanies de telle sorte qu'on continue de parler de lui? Et vous voyez combien de fois celui-là même, big up à toi, Foudado, vous voyez combien de fois celui-là même va jamais s'hasarder sur le terrain intellectuel, mais il préfère toujours son comportement de vaurien là, parce qu'en vérité, il n'a rien appris. Venir dire oui, les cadres du Nord, le président aujourd'hui veut créer un truc, voilà, un truc où ça va rester avec les enfants du Nord, il faut que le pouvoir reste avec les enfants du Nord, alors qu'on voit le premier ministre aujourd'hui de la République de Côte d'Ivoire qui ne vient même pas du Nord. Et on voit pas mal aujourd'hui des ministres qui ne sont pas forcément des enfants du Nord, mais qui ont adhéré à cette valeur-là autour du RHDP pour pouvoir construire la nation. Et on voit les grands chantiers aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, même si le président il faisait quelque chose au nord et que eux-mêmes, les cadres, viennent encore ajouter les petits grains de sel, il y a quoi de mauvais en cela? Mais malheureusement, ils ne vont jamais vous dire, voilà, les cadres de telle région ont créé les mutuelles aussi, les cadres de telle région ont créé les mutuelles. Alors qu'ils ne sont pas, voilà, ignorants de tout ça là, ils savent très bien, mais il faut qu'ils viennent encore manipuler des esprits faibles pour essayer de mettre les têtes contre les autres. Mais ça ne va même pas marcher. Mais c'est déplorable pour lui de se faire, voilà, de se faire connaître sur ce genre de terrain-là qui n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Alors que comme ça, c'est lui qui se faisait passer pour le leader générationnel, le leader d'une nouvelle génération. Mais je ne sais même pas de quelle génération il parle. Parce que moi, je ne m'identifie même pas dans cette génération-là. Et jamais lui, je vais le prendre comme un exemple où je vais essayer même de tirer quelque chose de son comportement ou de ses dits pour pouvoir m'inspirer de ça pour faire quoi que ce soit. Parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Si encore j'étais criminel, je pouvais peut-être m'inspirer de ses actions et de ses dits pour emmener quelque part des actions aussi pour aboutir au même résultat. Mais on ne partage pas les mêmes valeurs. Et si c'est encore venir induire mes semblables en erreur ou pour essayer de les conduire à l'abattoir, ça ne m'intéresse pas. Donc quelque part, à quel moment lui devient un leader pour moi? À quel moment lui devient un truc même où je dois me mirer dans ses actes ou dans ses trucs pour pouvoir me reconnaître? Jamais. Mais il faut que, voilà, ces gens qui ont vendu les âmes là sortent pour venir communiquer
à travers leur audience et encore vouloir induire les semblables en erreur et tout. Et comme ça, eux, ils se sentent fiers parce que faut toujours voir ces histoires des zizanies. Mais jamais ils vont faire des sujets de réflexion pour venir développer un peu des trucs qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est toujours du vuvuzela et toujours vouloir induire les semblables à l'abattoir. Et c'est minable. Mais bon, ça ne nous étonne pas. Du moment où lui-même, son père spirituel est rentré, on a connu ce qu'il a fait lorsqu'il était encore à la tête du pays. On a vu tout ce que lui, il a produit comme bêtises, comme gâchis, et qui est revenu encore sur le même terrain avec des exilés qui continuent toujours dans les messages de haine, dans les messages de division. Et voilà, c'est les élèves de la même classe. Quand on voit les communications de Damana Picasse, de pas mal de personnes parmi les gars, et lui qui se retrouve isolé, mais toujours élève de cette classe-là, voyez un peu sa communication. Et regardez un peu la communication de leurs pères spirituels même. Vous comprenez déjà que tout cela ont eu pour quelqu'un comme maître, quelqu'un qui n'avait rien, mais qui a été toujours boulanger. Et voilà ce qu'il les a donné comme formation. Et voilà pourquoi ceux-là ne veulent même pas se reconnaître sur un autre terrain intellectuel. Lorsque le président nous dit, par exemple, de laisser la place à une nouvelle génération, mais ceux-là, ils ne peuvent pas s'hasarder parce qu'il y a une nouvelle génération qui a accepté d'apprendre, qui a accepté d'étudier. Et avec les connaissances, ils sont en train de démontrer par A plus B, même dans les débats de contradiction, même dans les projets et tout, ben ceux-là, ils ne peuvent pas s'hasarder sur ça. Donc, ils ne peuvent faire quoi? Toujours aller sur ces terrains-là où il y a toujours le sang qui coule, où il y a toujours des conflits entre des populations ou entre des ethnies et tout. Et c'est dans ça, eux, ils se retrouvent. Donc, chers frères, que Dieu éveille la conscience de nos frères qui n'ont pas encore compris, que Dieu les affiche au grand le jour par les lacunes. Et ensemble, donnons-nous la main pour cette communication, pour l'éveil des consciences et pour un changement, de telle sorte qu'on puisse, voilà, profiter de cette paix-là et de se vivre ensemble-là pour laisser un monde meilleur à nos enfants. Même si, par la manipulation et puis la mauvaise gouvernance des présidents précédents, on a perdu presque la moitié de nos vies. Alors, battons-nous pour pouvoir assurer un avenir meilleur, un lendemain meilleur, un monde de paix et de vivre ensemble pour nos enfants et nos petits-enfants. Big up à tous ceux qui ont liké la vidéo. Ciao, ciao, bon dimanche à vous.